Vous écoutez l'Audioguide. L'Audioguide à la découverte des métiers de l'image. Un podcast réalisé par les étudiants du Master Digital Média Cinéma de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette conversation vous est présentée par Inès Sata et Johan Banet, qui reçoivent Jules Simen, coordinateur de production de clips musicaux et de publicité chez Iconoclast. Première question, on voulait parler un peu de ton parcours et on voulait savoir quel était ton parcours scolaire. Ouais, bonne question. Parcours pas si sinueux. Moi, j'ai fait une licence de sciences sociales à l'Institut catholique de Paris, dans le 6e, et après j'ai fait un master à Paris 1 en marketing. Donc rien à voir avec la production. Et comment je me suis retrouvé là-dedans ? En fait, depuis que j'ai 18 ans, c'est un ami qui est maintenant réalisateur qui m'a, au début, on faisait des petits clips à 300 € avec des machines à fumer et des néons. On a commencé comme ça. Et un jour, il me dit ouais, parce que j'ai besoin d'aide sur un clip, tu peux m'aider à le produire. C'était rien à faire, fallait juste louer une machine à fumer, prendre le métro. Et on a commencé comme ça, on en a fait 2-3. Et lui, au fur et à mesure, il a fait des clips avec de plus en plus de budget. Et moi, je le suivais en parallèle de mes études. Donc, on est passé de 300 € à 1000, 2000 €. Jusqu'au moment où lui, il a vraiment passé un step. Et là, il s'est vraiment professionnalisé. Il faisait des clips à 10, 15 000. Et moi, en tant que prod, je pouvais plus le suivre parce que c'était de la trésor. Je faisais des trucs pirates, je sortais du cash. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Moi, je me suis refocus sur mes études. Donc, j'ai fait ma licence à la Cato. Et un master en marketing à Paris 1. C'était horrible. J'ai fait un an d'agence, un an en alternance dans une agence hyper corpo. Ça m'allait pas du tout. Et là, moi, j'ai toujours été passionné de ciné. Ce qui a fait la transition, c'est j'ai voulu tenter la Fémis. En fait, j'ai passé 1 ou 2 tours. J'ai rencontré des gens. J'ai pas été pris, mais j'ai rencontré des gens qui après m'ont fait taffer sur des courts-métrages. J'ai obtenu un stage dans une boîte de prod de fiction qui s'appelle Kazakh. J'ai rencontré d'autres mondes. Et après, j'ai pu rejoindre mon ami Réal sur des projets en prod. Donc, je me suis fait un peu de bouteille. En fait, avec les contacts, je suis allé chez Icono, en fait. J'avais cherché quelqu'un, je me suis branché et j'ai fini dans ce milieu comme ça. Mais je dirais que c'est la passion quand même qui, au final, a refait surface à la fin, à toute fin. Donc, t'étais pas parti pour faire ça à la base ? Pas du tout. Moi, j'avais passé le Taj Mahal, je voulais faire une école de quoi après ma licence. Et en fait, 1 an en agence de pub, ça peut te vacciner. Surtout que moi, c'était pas agence créa, je faisais pas des campagnes cool. C'était très, très corpo. Et puis tu te dis qu'au final, ce qui compte, moi, c'était le cinéma qui comptait, même si j'en suis pas là aujourd'hui, mais je fais pas encore de ciné, mais c'est le cinéma qui comptait. Et tu te dis, bah, pourquoi pas? Et en fait, avec un peu le recul, je me rends compte que, par exemple, se dire je vais tenter la Fémis fait qu'en fait tu te conditionnes, tu rencontres des gens et sur le coup tu te rends pas compte, mais ces gens ils t'amènent dans la bonne direction, quoi. Et en fait, ma chance ça a été de me dire en fait je prends mon chômage de mon alternance, mais j'avais aussi un peu d'argent de côté. Donc en fait, j'avais ce confort de me dire je refais un stage alors que j'avais déjà 24 ans dans une boîte de prod de fiction, donc je gagnais rien. Ensuite, moi, j'avais pas de promesse d'embauche après ce stage, donc en fait, c'était un peu le saut dans l'inconnu. Mais vu que j'avais une sécu, tu peux te dire, vas-y, j'y vais, je m'en fous. Et donc là, tu rentres chez Iconoclast, tu es coordinateur de production. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de ton travail, à quoi ça ressemble, une journée type, quelles sont tes tâches principales ? En gros, tu vas travailler, développer une note créative avec le réalisateur. Ça, c'est hyper important. En lien avec des directeurs artistiques, des DA, qui t'aident à faire en fait ce qu'on appelle un layout, donc qui veut dire mise en page en anglais, qui est en fait un espèce de keynote amélioré parce qu'on le fait sur InDesign, mais un truc hyper beau, en fait, où tu mets beaucoup de rêves visuels d'images, donc il y a beaucoup de recherche d'images pour illustrer ce que tu veux faire, et où t'écris aussi avec le réalisateur, tu rajoutes du texte pour donner les intentions, et puis une fois que tu as ce layout, ce traitement, il y a plein de mots pour le dire, ce brief, cette note créative de fait, tu vas aller chercher à la produire du coup, à mettre en image ces idées. Et donc là, tu passes sur la partie devis. Tu devises ton film, combien ça va coûter,
à peu près, est-ce que ça rentre dans l'enveloppe que tu avais. Tu fais ce premier devis, après on passe au recrutement des équipes, qui est hyper important, les chefs de poste. Donc du chef opérateur, tu peux anticiper la post-prod aussi à choisir un bon monteur, en déco, en stylisme, en casting, c'est hyper important, qui tu peux avoir, qui tu peux optionner. Et puis prépa après, booker les équipes, si t'es dire prod, et tu shootes et post-prod et voilà. Et en c'est termes ça. de financement, du coup, qui est-ce qui apporte de l'argent? Est-ce que tu cherches des financements externes ou c'est que Non, Iconoclast, avec leur fonds propres, qui financent les clips? Il y a diverses configurations, mais les configurations principales, enfin celles qui reviennent le plus souvent, c'est un label. C'est un label qui vient voir la boîte de prod pour dire j'ai cet artiste, est-ce que ça vous branche? Et après, je sais que aujourd'hui c'est compliqué de faire du clip parce que c'est une économie qui déjà c'est très dur c'est dur en fait, c'est un exercice qui est dur parce que tu peux prendre des risques, parce que l'artiste, tu peux choisir de pas sortir le clip, parce que faut que tu sois à l'avant-garde artistiquement, donc faut vraiment qu'il y ait un son qui match, qu'il y ait un artiste qui match, avec qui te laisse une certaine liberté dans la création. Enfin, faut que toutes les étoiles s'alignent, donc tu vas pas monter sur tous les projets, parce qu'aussi c'est une économie où tu gagnes pas d'argent. Parce que c'est pas le but c'est de sortir des belles œuvres, des beaux films qui sont à l'avant-garde et qui puissent en fait être ta vitrine derrière. Donc tu les choisis très bien, très précautionneusement, tu montes pas surtout parce que tu peux vite te cramer, mais une fois quand tout est aligné, c'est magnifique quoi. Et pour rester sur la partie un peu économie, c'est comme un contrat pour vous au final, vous avez pas nécessairement de retour sur investissement après coup, après avoir réalisé un clip? T'es un peu un exécutant. Tu produis, mais en fait, c'est le film, tu l'envoies au label. Une fois qu'il est fini, tu le livres en gros. Et après, le label, il en fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça que en off, tu me demandais, est-ce que c'est vous qui choisissez de mettre le film sur YouTube? En fait, non, nous, on gère pas l'exploitation des films et des pubs, c'est pareil. Là où en long métrage, tu peux aller choisir ton distributeur et puis t'as des remontées de recettes pour le producteur. Nous, c'est pas le cas. Et si par exemple vous voulez utiliser quelque chose que vous avez produit pour justement vitrine, je sais pas, un festival, quelque chose comme ça, c'est possible? Ouais, alors ouais, tout à fait. Par contre, une fois que c'est produit, c'est produit par la boîte, tu l'inscris en festival et là complètement, justement, c'est le but du clip, c'est de communiquer dessus. Quand t'envoies une grosse ref, une grosse bastos, tu vas tout faire pour que les gens le voient, parce que c'est justement le but, quoi. Il y a aussi, j'ai pas précisé, mais aussi il y a aussi un travail. Ce qui est important aussi, c'est tu te sers du clip pour développer des réalisateurs, pour après les orienter vers la pub, quoi. Parce que avec un clip, ils peuvent vraiment pleinement s'exprimer, faire des films où ils inscrivent leurs pattes et derrière ça peut t'aider à les vendre pour de la pub, quoi. Donc c'est-à-dire que l'économie du clip musical et l'économie des clips de pub, c'est vraiment un truc c'est deux vases communicants, deux trucs qui sont très liés. Complètement, ouais. C'est un peu, tu regardes une pub, c'est un peu les mêmes configs. Enfin, nous, les gros clips qu'on fait, c'est un peu les mêmes configs que les grosses pubs. C'est une équipe allant de 50 à 100 personnes, 2-3 jours de shoot, hyper bien produit. Donc en fait, c'est un peu le même exercice. Mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte que on est un peu plus fauché en clip déjà. C'est un peu plus compliqué. T'es pas aussi à l'aise en termes de budget et conditions. C'est un peu plus pirate, même si à notre niveau, ça reste très carré. Mais globalement, c'est un peu le même exercice. Petite question par rapport à la différence de l'industrie du clip et de la production audiovisuelle. Tu en as parlé par rapport aux recettes et ce qui se passait après coup. Est-ce qu'il y a d'autres... Le clip, c'est l'industrie audiovisuelle. C'est la principale différence, c'est que c'est pas du tout les mêmes temps de fabrication. En fait, une fiction, tu peux la développer pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, tu vas avoir 6 mois de prépa, 3 mois de shoot, et tu peux faire 2 ans de post-prod, tu vois. Tu peux faire 1 an de montage, si tu plais pas, tu peux remonter si t'as beaucoup de rush. Donc en fait, moi c'est un peu ce qui me manquait quand j'étais en fiction et pourquoi je suis pas resté là-dedans, c'est que c'est des projets sur 5 ans en fait.
Et quand t'es jeune, t'as envie d'un peu d'action, t'as envie de voir le fruit de ton travail tout de suite. Et t'es un peu, c'est pas de l'impatience, mais c'est, je sais pas, c'est de l'action en fait. Et bah la fiction, forcément, c'est un peu plus lent. T'as l'impression que le projet avance pas assez vite. Ça peut être frustrant. Parce que faut être là, je te dis, il faut suivre un projet pendant 4 ans. Enfin, à partir du moment où tu te dis, ok, ce scénario, je veux le produire, je veux le faire, je veux faire ce film. Et le moment de sa sortie, bah, il s'est passé 4 ans. Donc, t'as lu le scénario 150 fois, t'as vu le film 200 fois. Ensuite, faut t'attendre encore un an. Enfin, quand il sort, t'étais une autre personne limite tu vois. Donc, c'est tricky. En revanche, le clip ou la pub, bah là, c'est l'action. Tu peux recevoir un brief, 3 semaines après, il faut le produire, 1 mois après, il est sorti. En fait, tu l'as fait, t'allais le faire en Uruguay, en 1 mois, t'es parti, et t'as rencontré plein de gens, et c'était une aventure beaucoup plus courte, mais peut-être plus intense, au final. Et ça t'a quand même servi d'avoir travaillé dans la fiction avant ? Ça m'amène à tout intellectualiser un peu trop, des fois. Genre, tu vas te casser la tête parce qu'en fait, tu faisais des fiches de lecture où tu regardais la sous-lecture du scénario et t'étais en suranalyse. Là où je suis aujourd'hui, il faut peut-être être plus spontané. Se dire, ils veulent ça, vas-y, on y va, on le produit, on le fabrique. Ciao, bye. Donc, c'est un peu à double tranchant, mais je suis trop content de passer par la fiction parce que ça te donne un goût pour la critique, pour l'analyse, ça affûte ton esprit critique. Et au final, moi après, moi à terme, c'est de la fiction qui compte, quoi. Parce que c'est l'art qui compte. C'est ça qui compte. Donc tu dis qu'un peu dans l'industrie du clip, il y a pas mal de gens du milieu qui ne voient pas le clip comme une fin en soi, mais plutôt un peu, si j'exagère un peu le truc, comme un premier pas vers des formats plus longs, un peu plus, ce qu'on pourrait mettre entre gros guillemets, plus nobles. Bah, je veux pas parler à leur place, mais en vrai, ça paraît logique. Qu'est-ce que toi, si t'es artiste, t'as envie de quoi ? T'as envie que les gens regardent ton œuvre, même si c'est très noble le clip, hein, parce que pour moi c'est de l'art, mais qu'ils regardent une vidéo que t'as réalisée de 3 minutes sur YouTube, alors qu'ils sont en contre-jour, ils voient à peine l'écran de leur ordi, ou qu'ils aillent s'enfermer 2 heures dans une salle, en coupant leur téléphone, et que là ils regardent tes images, l'histoire que t'as voulu raconter. Évidemment que t'as envie que les gens aillent voir ton œuvre pendant 2 heures. Enfin, c'est fou en fait que les gens prennent encore ce temps. C'est hyper moi ça m'impressionne, et je pense que c'est effectivement le rêve de nombreux réalisateurs et peut-être producteurs. Après, j'ai pas envie de parler à la place des gens, tu vois. Là, je transpose un peu ce que je pense j'en fais une généralité. Après, il faudrait faire du cas par cas, mais moi c'est l'impression que j'en ai, quoi. Tout à l'heure, tu disais ton projet en parlant du clip et en parallèle avec le réal. Quelle est la relation entre un producteur et un réalisateur, entre un producteur et un directeur artistique, par exemple ? L'idée, en fait, c'est qu'on est dans la même équipe, on travaille pour faire le meilleur film possible. C'est de l'accompagnement. En fait, tu dis les relations entre le producteur et le DA, les relations entre le producteur et le réal, mais le producteur, c'est aussi un DA un peu, parce qu'il oriente la créa, il donne des conseils, il l'affine. Et le réal, c'est un DA aussi, donc en fait, c'est comme 3 DA qui vont essayer de se balancer des idées pour brainstorm pour faire le meilleur film possible. Après, effectivement, le prod, à un moment, ça peut arriver qu'il ait le mauvais rôle parce que t'as pas l'argent nécessaire à fabriquer les idées que le réal aimerait voir en image. Donc là, t'as un peu le vilain petit canard et tu lui dis là, on n'a pas le budget, on peut pas le faire. Mais en général, ça se complète, quoi. C'est le yin et le yang. J'abuse un peu, mais c'est l'idée, quoi. Et j'aurais bien aimé savoir ce que tu pensais des clips ailleurs, parce que justement Iconoclast c'est une entreprise internationale. Ouais. Tu penses quoi du clip en Angleterre, aux États-Unis, ou même ailleurs en France, la scission entre par exemple Paris et Marseille Je dirais que les plus chauds, c'est quand même, j'ai l'impression que c'est quand même ce qui se fait au UK, en Angleterre, mais c'est aussi en fait grâce aux artistes UK qui sont en fait beaucoup plus intéressants.
artistiquement, créativement, au niveau de tout quoi. C'est vrai que les artistes français vite, même s'il y a des artistes français que j'adore et que j'écoute majoritairement des artistes français, tu vois ce qui se fait au UK, ils sont quand même beaucoup plus chauds. Après nous on produit des clips pour des artistes UK, donc c'est une semi-réponse que je dis. Ok. Du coup, après, nous, là, cette année, dans notre master, on parle pas mal d'IA, parce que Incroyable. on est obligé d'en parler. Incroyable. C'est quoi la place de l'IA dans ton boulot? Est-ce que tu l'utilises pas mal? Est-ce que tu parlais un peu de des espèces de bibles, ces espèces de dossiers que tu montes en amont de la production du clip? Est-ce que l'IA intervient à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est la place de l'IA aujourd'hui dans ton taf? Non, mais c'est une très très bonne question, parce que c'est une question qui m'intéresse énormément. Mais ça, c'est d'un point de vue un peu plus personnel, parce que on a tous vu les images générées, après il y a eu les vidéos par l'IA, et tu t'es dit, attends, pourquoi une marque demain elle irait mettre 7 millions d'euros sur une publicité alors qu'avec un prompt... Et j'ai toujours pas la réponse. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, dans mon taf, l'IA, on l'utilise pas énormément finalement. Parce qu'on ne l'utilise pas pour fabriquer de vidéos, on fait pas de vidéos avec des IA pour le moment, je sais pas si ça viendra. Les traitements, en fait, on fait de la recherche d'images. Des fois, on génère des images avec Midjourney, mais c'est très rare parce qu'en fait, ça sent. Et il y a aussi une envie de. Je crois qu'en fait, sans que ça soit officiel, et je crois qu'on a tous une envie de. On n'est pas genre anti-IA, mais en fait, mais là, je m'avance dans des eaux, je suis pas sûr, mais en fait, j'ai l'impression que ça sent quand il y a de l'IA et c'est moins. Ça fait un peu réponse de React, tu vois. J'ai un peu le seum de dire ça. Mais j'ai ce sentiment quand même. Après, donc non, en fait, ça n'a pas bouleversé mon taf. Après, on utilise sous ChatGPT des fois pour traduire un truc là-dessus, ouais, mais comme tout le monde en fait. Donc ça n'a pas bousculé nos métiers. Ceci étant dit, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 2-3 ans. Après, c'est déjà là. En vrai, concrètement, c'est déjà là. Mais je sais que ça a légiféré pas mal aux États-Unis, en France aussi, en Europe aussi, je crois. Parce qu'en fait, s'ils n'avaient pas légiféré, peut-être que là, les annonceurs, ils seraient tous en mode vas-y, ciao les boîtes de prod. Moi, en fait, j'ai recruté 2-3 DA, un prod, ils promptent très bien. Je vais faire mes campagnes pour 10 euros. J'abuse, tu vois. Ciao, bye. Et c'est pas le cas. Donc, est-ce que c'est parce que les marques, elles ont peur de se prendre une sauce parce qu'elles utilisent l'IA et qu'il y a encore trop de gens qui sont pas prêts à ce que les gens utilisent l'IA parce qu'ils les emplois, enfin ça c'est pour des raisons en fait idéologiques limite quoi, philosophiques, je sais pas. Mais en tout cas, le fait est que ça existe, c'est là, et pourtant on a toujours des pubs, on a toujours des campagnes, on a toujours des. Donc je sais pas, à voir. J'avoue que je me suis posé la question à un certain moment, pourquoi on fait les autruches, pourquoi en fait c'est pas un sujet qui est vraiment sur la table en mode vas-y les gars on se pose, regardez ce qui existe là, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on fait genre il n'y a rien et que nos métiers ils sont toujours aussi utiles, mais pas utiles, mais toujours aussi pertinents, parce qu'en fait si tu vas chercher plus loin, la production de films, ça pollue. En fait, tu peux aller et dire, mais en fait, est-ce que c'est pas mieux si on fait que des images générées par IA? Et ça pollue aussi. Et en fait, est-ce que c'est pas moins élitiste? Est-ce que c'est pas trop cool qu'un mec dans sa chambre, il puisse enfin faire son film? Parce que là, moi, j'ai fait un Nikon, on l'a hyper bien produit et tout, et je me suis dit, ouais, mais en fait, donc là, on a rendu un film genre vraiment trop bien produit. Et moi, je me rappelle de moi à 15 ans qui a dit je participe au Nikon avec un iPhone. Tu sais, je voulais participer avec un iPhone. Je me dis, et en fait, on est dans la même compétition. C'est hyper inégal. Est-ce que demain, avec l'IA, c'est pas hyper. Tout le monde a les mêmes chances et tout. Donc, c'est une question. On pourrait faire une émission. On pourrait faire un podcast rien que sur ça, quoi. C'est hyper. Donc, je sais pas. Mais ça m'intéresse en tout cas. Bon. Trop gros sujet. Ouais, non, mais trop intéressant. Et puis on termine du coup sur peut-être notre dernière question qui est un peu plus ouverte, qui était un peu aujourd'hui, vu que là on est dans ce podcast qui s'adresse plutôt à des étudiants. On a une question avant. Moi, alors vas-y, j'avais pas vu. Ok. Bon. Tu penses quoi des gens qui disent genre le clip c'est mort, le clip ça sert à rien, plus personne ne regarde des clips? Je pense qu'ils ont
peu raison, même si en fait je pose tout le temps la question dès que je vois un peu nous on a des fois on accueille des stagiaires de 3ème, je leur dis ouais les gars faut regarder toujours des clips comme je faisais à YouTube, YouTube vendredi 18h sortie de cours, vas-y attends il y a quoi comme clip, et il y en a qui me répondent encore oui. Après évidemment que j'ai l'impression que ça se meurt un peu parce que on sait pourquoi, genre j'ai l'impression que c'est YouTube déjà plus trop de buzz et les réseaux, je sais pas. En fait, limite, faudrait produire des clips de 15 secondes maintenant pour des snippets, quoi, limite. Donc, mais je me dis peut-être que ça va revenir dans 2-3 ans, je sais pas. Mais effectivement, là-dessus, il n'y a aucun doute. Même les labels, ils sont beaucoup plus frileux qu'avant à envoyer 30% de la signature dans des clips. On va en faire 15, ça suffit. Après, est-ce que c'est dommage Ouais. Mais bon, si ça intéresse plus les gens, à quoi bon, quoi. Est-ce que vous orientez votre contenu, du coup, par exemple, tu parlais de snippets, est-ce que vous faites ça, genre un parallèle au clip où vous allez poster sur, je sais pas, sur TikTok, sur Instagram moi, comme je t'ai dit, nous, on produit le film, on le rend après. S'ils veulent, si le label, on le livre au label. Donc, si le label, ils veulent le découper 15 teasers et le mettre sur Insta, TikTok, en fait, c'est pas nous qui décidons. Non, vraiment, l'exploitation, on la gère pas, quoi. Et donc aujourd'hui, quand tu vois les chiffres ne montent pas, c'est vrai que sur YouTube, les clips, il y a plus grand monde qui regarde des clips par rapport à il y a quelques années. Très peu de temps, c'est vraiment cassé la gueule. Est-ce que du coup, il n'y a pas eu l'ambition de produire des clips, des formats verticaux pour mais en vrai, ça TikTok, pour Insta. En fait, on m'a pas demandé ça encore, mais moi, je fais un peu de pub aussi. La moitié des pubs que je produis, c'est du 9-16, donc format vertical, tu vois. Ça fait mal, t'as le seum. Ton cadre il devient vite dégueulasse. En fait, t'as l'impression, c'est horrible, quoi. Mais c'est même tu vas dans une post-prod maintenant, ils ont 8 salles, il y a 4 salles où tu vois que le monteur il monte avec un filtre pour cacher les bords pour être en 9-16. Après, c'est devenu quasi la norme de faire des formats verticaux. Mais je trouve que c'est dommage parce que c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose de beau, quoi, d'avoir des beaux plans, des beaux cadres avec plein de trucs à l'intérieur. Ouais. Est-ce que vous, en tant que producteur d'œuvres artistiques audiovisuelles, vous touchez aucune subvention, il n'y a aucune aide? Alors si, par exemple, moi, là j'avais fait une demande pour un clip au CNC. Je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai une aide avec une belle somme de 90K, tu vois. Sur un budget de combien pour ce clip-là, du coup, à peu près? L'aide, elle représente 40% du budget. C'est énorme. Donc tu peux faire le calcul. Donc il y a quand même un peu des choses qui se mettent en place ou qui existent. Bien sûr, le CNC, le CNC, c'est trop cool parce qu'ils ont des commissions genre tous les 2-3 mois où ils accordent des aides à 5 boîtes de prod différentes. Donc ça doit faire, ils financent bien 20-25 clips par an quand même. Tu peux nous expliquer un peu ça, comment ça marche c'est assez simple. Ça s'appelle l'aide avant réalisation au vidéoclip, je crois. Après, il y a des prérequis. Je crois que notamment avoir une boîte de prod et notamment l'aide peut pas excéder 40% du budget, donc il faut déjà avoir une liste de départ. Après, tu fais un dossier où tu fais un traitement, sino, note de prod, note d'intention, assez classique pour ceux qui ont déjà fait des dossiers CNC, ils vont direct capter. C'est le même exercice, quoi. Voilà, et tu t'envoies, ça passe en commission et t'as une réponse 2-3 mois après. Et t'as un an pour le produire et le sortir. Et du coup, dans ce contexte, tu disais c'est fait sur un temps très court, le clip, souvent dans l'urgence. Non. Tu dois attendre déjà 2 à 3 mois pour avoir la réponse du CNC. Alors ouais, non mais c'est pour ça que c'est tricky parce que ouais, effectivement des fois, mais moi je savais pas dans ces conditions. On a la chance chez Econo de pas taffer dans ces conditions, mais effectivement moi j'ai des amis qui sont dans le milieu. Il y a un artiste qui vient les contacter qui disent j'ai genre 30K. Eux ils disent est-ce qu'on peut faire ce clip? Eux ils disent attends on va demander le CNC parce qu'on va avoir plus pour faire une belle œuvre, sauf qu'il faut attendre 2 mois. Et c'est une espèce de course contre la montre. Ils essayent de gagner du temps pour avoir la réponse du CNC qu'ils sont même pas sûrs d'avoir parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui candidatent, qui déposent des dossiers. Et donc effectivement ça peut être très compliqué. Et souvent, et si tu l'as pas, en final t'as attendu pour rien. Si tu l'as, t'as pris du retard. C'est compliqué, quoi. Parce que effectivement ce serait plus cool d'envoyer un dossier qui te répond le lendemain matin. Tiens vas-y, ça marche pas comme ça. Okay. Faut prévoir, faut anticiper. Vu qu'on s'adresse plutôt
à des jeunes étudiants dans ce podcast. Est-ce que toi, tu as un conseil pour un jeune ou une jeune qui voudrait un peu se lancer dans l'industrie du clip? Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller et qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce que tes conseils quoi, avec ton expérience? En fait, l'idée, je pense que ce qu'il faut qu'il se dise, c'est faut pas qu'il se ferme la porte à produire autre chose que du clip. Il faut qu'il se dise, est-ce que j'aime déjà l'audiovisuel, j'aime les images, est-ce que j'ai déjà pris une claque en regardant quelque chose, que ça soit un film, une pub, ou un clip. Et si la question est oui, let's go. De toute façon, effectivement, il y a du taf en vrai. C'est pas si facile. Faut se faire des contacts, faut jouer des coudes un peu. Mais si t'es déter, en fait, mais après, j'ai pas envie d'avoir le discours quand on veut, on peut, tu vois. Parce que c'est pas aussi simple. Mais t'es à Paris, si t'es à Paris, il y a quand même un vivier de talents et de gens qui travaillent là-dedans. Donc, faut se faire des contacts, faut être déter, faut y aller. Et moi, je pense moi, je me suis cassé la gueule plein de fois sur des projets. J'ai jamais regretté. Je pense qu'il faut juste, si t'as la possibilité d'y aller, faut y aller. Si on te dit, c'était un poteau qui est artiste, chauffe-toi, essaye de le clipper. Mais c'est de la débrouille, c'est de la galère en vrai. Il y a beaucoup de galères. Parce que en fait, c'est très séduisant, ça peut être très séduisant comme genre de métier vu de l'extérieur. Mais des fois, nous, on est encore dans le dur. On fait encore des trucs. Des fois, je fais des trucs que j'ai pas envie de faire ou que je pensais plus faire. C'est pas si facile, quoi. Il y a un côté débrouille, quoi. Parce que c'est très palpable comme métier. T'es pas juste derrière ton ordi. Tu dois fabriquer. Des fois, tu déplaces les trucs. Je sais pas. Je me perds un peu dans mon conseil aux jeunes, mais les jeunes, mais bien s'entourer de gens passionnés, et foncer, quoi. C'est très bien déjà. Il nous reste à te remercier, je crois qu'on a... Non, merci à vous, c'était trop cool de parler de tout ça. Merci d'avoir écouté l'Audio Guide, le podcast à la découverte des métiers de l'image. Retrouvez tous les épisodes sur le site master-dmc.fr et sur les plateformes de streaming.